la une de ce journal, des milliers de Camerounais victimes d'une escroquerie à grande échelle. Leur rêve d'enrichissement vient de virer en un cauchemar. Une entreprise de placement de fonds a fermé ses portes après avoir collecté en toute illégalité des centaines de millions de francs CFA à Douala. Comment une telle structure a pu mener ses activités sans être inquiétée pendant des années? Quel est son mode opératoire? Enquête exclusive à suivre en ouverture de ce journal. Alors que les Nations Unies appellent à un cessez-le-feu humanitaire et un dialogue inclusif pour le retour de la paix dans les régions anglophones au Cameroun, la guerre s'intensifie sur le théâtre de la crise anglophone et les forces de sécurité et de défense déclarent avoir tué un des chefs des groupes armés séparatistes. On en parle dans la page consacrée à la sécurité dans les principales villes du Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Plus d'1 millier de Camerounais sont aux abois après la fermeture d'une entreprise de placement illicite des fonds. La société a brassé des millions de francs CFA auprès des souscripteurs sans avoir un agrément des autorités compétentes. Ces différents responsables sont portés disparus depuis plusieurs mois. De nombreux Camerounais ont vu ainsi leur rêve d'enrichissement virer en un cauchemar, mettant un scandale, mettant en lumière des réseaux bien huilés de corruption, d'abus de confiance et d'escroquerie à grande échelle. C'est une enquête exclusive signée Sédek Chouna et Donald Brice Kamgan. Au pied de ce bâtiment, au quartier Aquanor à Douala, une ambiance de deuil. Ces hommes et femmes à la mine crispée sont rassemblés ce jour-là pour réclamer le remboursement de leurs fonds. De l'argent placé auprès de l'entreprise dénommée Africa Leaf est supposé générer des bénéfices. Les sommes versées sont comprises entre 300 000 francs CFA et 6 millions de francs, voire plus. Parmi les affligés, Dame Jemen. Quand j'ai mis les 5 millions, j'espérais avoir les 24 millions en 9 mois. Je n'ai même pas eu 5 francs. Des prêts et des économies entières remis à Africa Leaf, une entreprise qui s'est présentée comme spécialisée dans l'achat et la vente des actions, l'intermédiation dans l'obtention des financements pour les projets et ayant une expertise dans le marché financier. J'ai investi la somme de 2 millions dans un premier temps et secondement j'ai investi 200 000 francs. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont rassuré qu'avec ce contrat que vous voyez ici, là, avec les 2 millions que j'ai investis, je devais recevoir 35% d'intérêt chaque mois. Ça veut dire qu'ayant investi 2 millions, je vais percevoir 700 000 francs pendant 9 mois. Dans les tontines, on me réclame de l'argent. Dans ma famille, on me réclame de l'argent. Et je ne sais comment faire pour rembourser. Imaginez un peu comment je suis en ce moment. Imaginez un peu. Je suis décontenancé. La société a été créée en 2018 et faisait au départ du e-commerce et du marketing de réseau au sous-sol de cet immeuble au quartier Cité des Palmiers. Fin 2019, Africa Leaf lance un produit dénommé Swap avec pour slogan « Votre agent travaille pour vous ». C'est du trading. Le souscripteur est censé investir de l'argent que la société doit faire fructifier et lui reverser des pourcentages jusqu'à 40% de son investissement au bout d'un mois. Le produit fait fureur. Des centaines de personnes y mettent des fonds, à la fois à Douala et à une représentation régionale à Yaoundé. Je me rapproche de Africa Leaf, c'est mon mari qui le fait déjà et prend connaissance de la chose. Il se dit, ben, essayons, on va voir ce que ça fait, puisque les gens autour de nous, il y a quelqu'un qui nous a rassurés parce qu'elle est là depuis un bon bout et elle a déjà eu à percevoir quelques mois de gains. J'ai donc pris l'argent et je suis venue déposer, c'était au mois de juillet. Je ne crois pas que c'est mauvais d'investir. Investir, c'est bien. L'accroissement du nombre de souscripteurs contraint Africa Leaf à se délocaliser de la Cité des Palmiers pour Aquanor dans un espace plus visible et plus grand. Emmanuel Ebois, le gestionnaire de cet immeuble, nous confie que c'est en fin juin dernier que les grincements de dents ont débuté. L'entreprise, qui y investit par ailleurs dans les activités pétrolières,
avaient cessé les paiements. C'est à partir de là qu'on s'en est inquiété et il nous a caché les choses. Donc on a simplement su plus tard, au mois de juin-juillet, parce que les gens venaient se plaindre qu'il y avait un problème. En dépit des assurances qu'elle donne à ses souscripteurs courroucés et inquiets, personne n'est plus payé. L'entreprise a fermé boutique et ses dirigeants introuvables. Maître Arthur Djoumessi a été saisi par le collectif des souscripteurs abusés. L'avocat au barreau du Cameroun se dit surpris par l'absence de personnalité juridique de la société incriminée. La personnalité juridique est consacrée par l'inscription de la société au registre du commerce et du crédit immobilier. Cette société n'est pas inscrite au registre du commerce et du crédit immobilier, ce qui fait déjà d'elle un simple regroupement de fait, une simple société de fait. Donc c'est déjà un vice, c'est une irrégularité. Autre curiosité, Africalife n'a pas d'agrément de la Commission bancaire d'Afrique centrale, la COBAC, pour lever et épargner des fonds. Le vœu du Conseil des souscripteurs aux abois, évalué aujourd'hui à plus de 1000 personnes, c'est que les responsables de l'entreprise soient empêchés de partir du Cameroun. Le défi qui est aujourd'hui lancé est celui des autorités policières et de la gendarmerie, bref de la police des frontières. La police des frontières, dans le cadre de la préservation de l'ordre public, a le devoir de les interpeller et de les remettre entre les mains de la justice. Africalife, qu'Equinox Télévision n'a pas pu joindre jusqu'à la fin de cette enquête, avait pour promoteurs les nommés Rose Boyomo, Benoît Minette et Eli Itongolo. L'entreprise était gérée par Sieur Claude Manga et Gilbert Amougou, principalement. Le tribunal de grande instance du Vori s'est saisi de l'affaire après une plainte pour escroquerie aggravée déposée par le conseil des souscripteurs contre les mises en cause. D'après nos informations, Rose Boyomo, l'une des gérantes de Africalife, a été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Douala il y a près d'une semaine. Le préfet du département du Vouri a confié l'enquête à la Légion de gendarmerie. Les autres mises en cause sont toujours en cavale dans cette affaire qui rappelle le scandale de la Mida à Yaoundé. Après cette enquête exclusive signée Sédhic Chouna et Donald Brice Kamgan sur une escroquerie à grande échelle dans la ville de Douala, il y a d'autres formes d'insécurité qui préoccupent les populations dans ce contexte où des jeunes délinquants ont sémé la terreur dans plusieurs quartiers. D'autres artères de la capitale économique sont devenues le théâtre d'agressions à ciel ouvert. Malgré l'aménagement des postes de police, les populations se plaignent de l'absence des fonctionnaires de police pour garantir leur sécurité, constat fait dans certaines banlieues de la capitale économique, dans ce reportage signé Warren Zede et Kediara. Fantôme, c'est l'appellation qui décrit le mieux le poste de police de Konki 2. Nous sommes en pleine zone industrielle de Douala-Bassa, dans le quartier appelé Carrière, et nous sommes juste devant ce qui tient lieu d'un poste de police. Vous le voyez en image, au-delà du niveau des herbes, on a des parpaings de construction qui sont stockés, qui peuvent être un véritable repère de brigands. Pourtant, nous sommes effectivement devant un poste de police qui a été conçu il y a de cela 6 années par la population de ce quartier qui en avait marre des agressions à main armée et des crimes rituels posés sur la population, et un poste de police qui a été occupé tout au plus pendant 2 mois par des éléments qui, en fin de compte, sont partis. Depuis pratiquement plus de 10 ans, le poste de police existe en Kongi. Il y a eu une période là où il y avait le commissaire du 11e qui avait affecté des policiers régulièrement. Il dormait là, mais depuis qu'il est parti, il n'y a plus de policiers. Alors qu'on avait aménagé ça pour la sécurité du quartier. Nous avons cotisé, chacun 3 000. C'est la population qui l'a construit, comme vous voyez là. Moyennant les francs symboliques cotisés dans les ménages. Équipés, il y avait téléviseur et cityphone. En fait, ils n'ont pas mis l'homme dans leur service. Ils n'ont pas attrapé les bandits parce que
Au même moment, on travaillait avec eux. En image, il s'agit donc effectivement d'un poste de police et non pas d'une maison d'habitation. La peinture qui semble fraîche sur le mur a été apposée par les populations qui le font en vue de dissuader les brigands et de faire croire finalement à ces gens sans foi ni loi que le commissariat ou le poste de police est occupé par des éléments de la police. À l'intérieur, on voit les vestiges d'un mobilier, mais lorsque vous scrutez véritablement à l'intérieur de ce poste de police, vous allez vous rendre compte que les tôles et le plafond ont été arrachés par les intempéries, par une bande de brigands. On ne saurait véritablement poser des réponses sur ces questions, mais toujours est-il que le poste de police de Kongui 2 est totalement désert. Ici, la sécurité des populations est confiée aux populations elles-mêmes. Vous voyez, de temps en temps, on met juste la peinture comme ça, vous prouvez aux gens qu'il y a un poste de police là-bas. Ce qui concerne la sécurité du quartier, on n'a que l'autodéfense qui est ici là, au carrefour. Là. À notre niveau, au niveau du quartier, nous avons les jeunes qui veillent de temps en temps. Mais pourtant, dans ce même quartier, vous allez le voir, les herbes qui envahissent ce poste de police et qui prouvent alors à suffisance à ces délinquants qui peuvent continuer de vaquer à leur sale besogne par des agressions, que ce soit de plein jour ou dans la nuit. Les habitants du quartier eux-mêmes témoignent. Dans l'insécurité totale, je vous dis franchement, il y a les agressions, il y a les viols, et puis nous, on n'est pas en sécurité. Même dans ta propre maison, on vient t'agresser. Nous avons des gars qui sont dans le secteur qui nous arrachent des motos tout le temps. Quand c'est à partir de 20 h, nous ne pouvons plus traverser facilement. Les agresseurs sont régulièrement. Quand ils prennent les motos, ils disent qu'ils vont au quartier. Arrivé au niveau du quartier, ils vous arrêtent, ils vous arrachent ce que vous avez. C'est ce que nous vivons. Il y a de cela une semaine, il y a un autre qui a été arrêté. On l'a tabassé. Je crois bien même qu'en amenant à l'hôpital, il a perdu sa vie. Perdu en pleine zone industrielle, vous pouvez le voir en image, il n'existe pas à proprement parler d'éclairage public. Parce que sur les poteaux qui sont disponibles, on va bien évidemment apercevoir des lampadaires, mais pour la plupart, ils ne sont pas actifs. Ce qui de pleine nuit va plonger le quartier dans une insécurité totale du fait de l'obscurité. Les populations nous expliquent qu'il est très compliqué de sortir d'ici le matin ou même de rentrer le soir. Nous n'avons pas d'éclairage à Carrière. La route est obscure. Tout au long de la rue, ce n'est que le voisinage qui est à côté, qu'on appelle concrètement dernier arrêt, qui a au moins son éclairage pour son alimentation. Il a été prévu à chaque habitant, à côté de la route, c'est tout d'avoir quelque chose pour éclairer, afin de barrer à cette situation. Ça a été ça, l'autre objectif. Les réunions que je passe régulièrement, chaque mois, c'est par rapport à cette sécurité. Mes chefs de bloc sont au courant qu'il faudra mettre la lumière tout le long de la route, surtout ceux qui sont en bordure de la route. Pour Equinox Télévision, depuis le quartier Kongui 2, dans l'arrondissement de Douala 3e, nous sommes Dani Warenze 2, Libéron Jomo et Kediara. Au regard de cette insécurité grandissante, la gendarmerie et la police se sont mobilisés pour démanteler une usine de fabrication des armes artisanales dans le département du Mungo. Et les individus qui ont été interpellés sont soupçonnés d'alimenter des combattants, des groupes armés séparatistes dans les régions anglophones. Le récit des faits avec Cyril Ndjemba et Jean-Paul Chouniat. Un mercredi, pas comme tous les autres, pour les populations de Baré-Soumtou. De voir débarquer dans ce quartier une escouade de gendarmes, armes au poing, pour démanteler cet atelier de fabrication d'armes artisanales dans une maison à l'apparence ordinaire et banale. Les autorités administratives et sécuritaires n'en reviennent pas de l'existence de cet atelier. Nous avons eu un renseignement digne de foi qui est de source anonyme qui nous a renseigné qu'il y avait une usine de fabrication d'armes ici sur notre nez en Konsamba. Avec un certificat de calibre 12 de fabrication artisanale et des pistolets avec du matériel recyclé et des jumelles en dotation militaire. Ainsi fabriqués, les stocks d'armes artisanales sont livrés aux bandes armées dans la région en crise du sud-ouest, en croire le patron de la compagnie de gendarmerie Mungo Nord. Et d'après les renseignements, le propriétaire de l'usine était à Limbe à cela 2 jours pour donner une livraison d'armes là-bas. Quand il a réussi à faire fonctionner un groupe pour aller livrer du côté de Limbe au groupe
qui s'en prennent à nos éléments de force. Surpris au milieu de cet arsenal en préparation et mis aux arrêts, le nommé a eu Pierre, ni en bloc les faits qui l'accablent. Les armes là appartiennent à qui? Ceci, tout ça là comme ça, c'est pour Papa Abanda. Son nom c'est Papa Abanda, qui était mon papa, qui est mort. Tout ça là, comme c'était chez lui, il fallait ramasser tous les choses. On a ramassé pour venir entasser avec ses chaises, tout à moi ici à la maison. Moi-même, je faisais la chasse. J'ai toujours parlé, je faisais la chasse avec Cécile. Parce que moi, je marche en bruit, il faut qu'elle parle ma vérité. Le deuxième acteur dans cette affaire, c'est un militaire à la retraite, un certain Eboné Thomas. Aux arrêts, il aurait tenté de corrompre à 400 000 francs CFA. Mais bon, il school, le jeune capitaine de gendarmerie. C'est une affaire qui a beaucoup de ramifications. Vous allez comprendre ma gêne de ne pas donner ici toutes les informations nécessaires parce que l'enquête est encore en cours. Présent sur le terrain, le préfet du Mungo appelle les populations à plus de collaboration avec les forces de sécurité pour éradiquer le grand banditisme dans le département. Donc, nous profitons donc de cette occasion pour féliciter nos forces de maintien de l'ordre et encourager nos populations qui ont activement participé au renseignement. Il s'agit aujourd'hui de mettre fin à toutes ces entreprises terroristes. Une fois l'enquête bouclée, les présumés fabricants d'armes seront présentés au commissaire du gouvernement du tribunal militaire pour répondre de leurs actes. La balle ne va pas suivre sa trajectoire normale. Sur le théâtre de la crise anglophone, la guerre fait rage. Je vous le disais en titre, l'armée camerounaise annonce avoir tué l'un des chefs des groupes armés séparatistes dans le Lébialem, là où il avait un camp d'assassins, violeurs, kidnappeurs et criminels, selon l'armée camerounaise, qui note qu'elle a réussi à libérer plusieurs otages durant l'opération menée par le bataillon d'intervention rapide. Compte rendu avec Sédik Chouna et Eric Fopoussi. Ayeke Lestico, combattant sécessionniste, connu sous le nom de Général Ayeke, alias Manpasgon, Chief of Forest, vient d'être neutralisé. De sources sécuritaires, il a été tué mardi 13 octobre 2020 au cours d'un raid militaire mené par le BIR, bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise. La dépouille a plutôt été présentée aux populations de Koumba, département de la Mémé, en présence du préfet. Beaucoup restent concentrés sur cette activité de tuerie, de viol, de saisie, des biens d'autrui. Ils commettent toutes sortes d'atrocités au sein de la population. Alors l'armée ne peut pas rester. Et ici, l'armée va continuer donc à les traquer. Et voici les résultats. Vous avez vu le 1er octobre, comment il s'est baladé à gauche et à droite. Aujourd'hui, il est où? Eh bien, il a été rattrapé. Les combats se sont concentrés principalement autour d'un camp du groupe séparatiste appelé Gorillaz Fighters, situé dans les forêts du département du Lébialem, dans le sud-ouest Cameroun. Bilan provisoire de l'opération toujours en cours, signale l'armée camerounaise. Plusieurs séparatistes neutralisés et emportés par un cours d'eau proche du campement. Plusieurs blessés en fuite, 10 otages libérés, dont de jeunes filles utilisées comme des outils sexuels. Plusieurs effets militaires tels que des Rangers, des gilets pare-balles saisis. L'arme de ce général Ayeke de type Kalachnikov, avec plusieurs boîtes de chargeurs récupérées, ainsi que son fusil à pompe. Plusieurs gris-gris appelés Odeshi également saisis. Toujours de source sécuritaire, un soldat du BIR a été blessé par l'explosion d'une grenade lancée par des ennemis en fuite, lesquels ennemis auraient pu saisir la main tendue du comité DDR. Vous savez, le chef d'État a ouvert une porte, une issue de secours à ces fighters pour, en leur disant, abandonner les armes et rejoigner une vie normale, il y a le DDR à Boya. Cette porte ouverte pour sortir tête haute de cette guerre qui ne les amènera nulle part. Le préfet et les populations, mais nous restons, comme j'ai dit, unis pour soutenir l'action de nos forces, pour mettre un terme de façon définitive à cette guerre qui n'a fait que trop de mal aux innocents. Pour l'armée camerounaise, ces malfrats seront poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement. Les populations sont invitées à plus de collaboration. Dans le reste de l'actualité, de nombreux Camerounais rapatriés au bercail, considérés comme individus en situation irrégulière aux États-Unis, ont été embarqués dans un vol spécial
en compagnie d'autres Africains accusés d'être eux aussi des clandestins. Ils ont été soumis aux tests de Covid-19 et des prises de température. Le rapatriement au Cameroun suscite la controverse aux États-Unis. La parlementaire Karen Bass s'est opposée à cette opération de rapatriement en dénonçant le fait qu'il y a de nombreuses irrégularités dans les procédures de rapatriement de ces Camerounais. Dans une lettre adressée aux responsables des services d'immigration aux États-Unis, la parlementaire révèle que des plaintes ont été introduites auprès du département de la sécurité intérieure. Karen Bass note que des Camerounais à la recherche du statut de réfugiés ont été forcés d'apposer leur signature sur des documents de voyage en violation de leurs droits. Dans un message, elle demande la suspension de cette opération de rapatriement et l'ouverture d'une enquête indépendante. Aux dernières nouvelles, ces Camerounais rapatriés ont été reçus par les autorités administratives de la région du littoral. Dans l'escale internationale, au Mali, l'armée a été frappée par une double attaque survenue au centre du pays. Près de 12 militaires, une dizaine de civils ont péri dans une attaque attribuée aux djihadistes. Une frappe sanglante, la plus lourde enregistrée depuis l'éviction de l'ancien président Ibeka. Et en Côte d'Ivoire, la commission électorale dit être prête pour le prochain scrutin présidentiel prévu le 31 octobre prochain. La mouture internationale est signée Julienne Berthe-Bissaille. C'est un double choc pour l'armée malienne. Elle vient de perdre 12 militaires dans 2 attaques. Le premier assaut attribué aux djihadistes s'est déroulé dans un camp militaire à quelques kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso, laissant ainsi sur le carreau 9 soldats. Alerté, un détachement de l'armée régulière appelé à la rescousse est à son tour tombé dans une embuscade, tuant 3 militaires. Cette attaque a aussi fait une dizaine de blessés graves. C'est la première frappe sanglante qu'enregistre l'armée malienne depuis le départ forcé de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier. À côté de cette attaque contre les militaires, un bus de transport reliant Bandiangara et Bankas a été mitraillé le long du même trajet. Bilan 12 morts, parmi lesquels 2 femmes et 1 enfant. Ces attaques attribuées aux djihadistes interviennent quelques jours après la libération de l'agent humanitaire franco-suisse Sophie Petronine et l'ancien ministre malien Soumaïla Cissé. Et dans une ambiance électorale en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante se dit prête pour la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre. À 2 semaines de l'échéance, le président de la CEI, Ibrahim Kuibert Koulibaly, appelle les électeurs ivoiriens à aller retirer leur carte de vote. Si les partis politiques de l'opposition continuent d'exiger le report de la présidentielle, le candidat sortant Alassane Ouattara maintient la date du 31 octobre, jour d'élection en Côte d'Ivoire. Des publi-reportages dans ce journal, Camerco annonce la reprise de ses activités commerciales. Les premiers vols sont prévus pour la fin de semaine. Engagé dans un plan de restructuration et confronté à l'impact économique de la crise sanitaire, l'Étoile du Cameroun ambitionne de briller sur le marché national en privilégiant les vols domestiques. Comment compte-t-elle relever ce challenge? Élément de réponse dans ce reportage. Agence Camerco de Bonanjo, des clients vont et viennent. Pour les uns, réservation, pour les autres, achat de billets. Je suis là pour prendre des renseignements par rapport au déplacement sur Douala-Yaoundé, Douala-Maroua, aller-retour. Je suis venu faire une réservation beaucoup plus pour Ngaoundéré pour samedi. La compagnie aérienne nationale a repris ses activités commerciales depuis ce 12 octobre. Les usagers sont invités à acheter leurs billets ou faire des réservations sur les lignes internes. Sur Garoua, ce sera 3 fréquences par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, également le dimanche. Et sur Maroua, ce sera 3 fréquences, le mardi, le jeudi et le samedi. Pour la reprise de ces activités, ce sont 4 chefs-lieux de région que Camerco doit desservir: Douala, Yaoundé, Garoua, Maroua, soit 42 vols hebdomadaires. Depuis ce matin, nous enregistrons des réservations par point de vente. Entre 8h et midi, on avait 20 passagers déjà, 20 réservations sur Douala, Yaoundé et vice-versa. La compagnie aérienne nationale annonce son premier vol pour vendredi 16 octobre prochain. Ce sera un test de son opérationnalité et un challenge face à sa clientèle de plus en plus exigeante. Camerco est prêt à les accueillir de nouveau.
Et je vais demander à tous les clients, aussi bien les Camerounais que les autres, de continuer, n'est-ce pas, à soutenir notre compagnie nationale. Et nous sommes prêts à les accueillir de nouveau pour les porter dans les différentes destinations que nous offrons. En raison d'une santé financière fragile, dans un contexte marqué par le coronavirus, Cameco a été contraint de mettre en congé technique plus de 65% de ses effectifs. C'est un Boeing 737 de 144 places qui assurera les premiers vols pour une reprise globale des activités de la compagnie qui se fera progressivement. Le groupe SABC, Société anonyme des brasseries du Cameroun, réaffirme son attachement à l'éducation et l'excellence scolaire. Une fois de plus, près de 500 élèves des villes de Nkonsamba et Loum ont bénéficié d'un don en matériel, en fourniture scolaire des mains de la caravane de la SABC. Objectif, récompenser les élèves les plus performants durant l'année scolaire en 2019-2020. Reportage. Des kits scolaires constitués de sacs à dos, de l'ensemble des livres inscrits au programme et même des gourdes d'eau pour étancher la soif des jeunes élèves. C'est avec les mains bien chargées que les équipes du groupe SABC sont allées à la rencontre le 9 octobre 2020 des élèves de Nkonsamba et de Loum pour primer un total de 500 élèves pour leur belle performance lors de l'année scolaire écoulée. Ainsi, tous les élèves de classe 2 à classe 6 pour la session anglophone et du cours préparatoire au cours moyen 2 pour la section francophone ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 15 sur 20 s'est vu offrir un kit scolaire de la part du groupe SABC en signe d'encouragement. Je dis merci aux brasseries pour ce nouveau geste. Merci pour le sac, merci pour le jus, merci pour les livres et la bouffe. Merci pour tous les brasseries. Les brasseries, merci pour les livres que nous avons envoyés. Merci beaucoup, ça va m'aider pour mon école. Une initiative très appréciée des parents et des autorités administratives présents pour l'occasion qui y voient un geste de cœur dans un environnement particulièrement difficile marqué par la crise sanitaire suivie de la crise économique. Avec la pandémie de la Covid, beaucoup de parents étaient en difficulté. Merci d'avoir pensé aux meilleurs élèves et que cette action soit pérenne. L'offre que vous venez de nous offrir, l'offre que vous faites à notre endroit, en ce temps de Covid-19, avec la pauvreté dans notre région, vraiment ça nous aidera grandement pour que nos enfants aillent à l'école. Pour le groupe SABC, cette action marque une fois de plus son attachement au développement du Cameroun par la création de ressources humaines de qualité bénéficiant d'un encadrement académique adéquat. Dans un contexte aussi difficile de Covid-19, le groupe SABC, fidèle à son engagement sociétal sur le volet éducation, a tenu à accompagner les enfants en ce moment de rentrée scolaire. Donc chaque enfant récipiendaire a reçu un kit constitué essentiellement de sacs à dos, de tous les livres au programme, de gourdes pour alléger la tâche aux parents en ces périodes difficiles. Après Loum et Nkonsamba, la caravane du groupe SABC entend primer un total de 1500 élèves méritants et poursuit son déploiement au chevet des familles et des tout-petits pour leur rappeler que le groupe SABC, c'est vous. Cette année scolaire, en 2020-2021, l'école de football des brasseries du Cameroun a mis un accent particulier sur la sécurité sanitaire, l'excellence scolaire et l'excellence sportive. Vous le savez, c'est une école de référence en matière de formation de l'élite de footballeurs camerounais. L'école de football des brasseries du Cameroun qui appartient à la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Reportage. 31 ans déjà que l'école de football Brasserie du Cameroun poursuit ses objectifs qui sont de former et de promouvoir le talent footballistique des jeunes du Cameroun en offrant un confort adéquat pour l'épanouissement de ces derniers. La vision est restée la même, c'est-à-dire être l'académie de football de référence en Afrique centrale. Nos stagiaires ont évolué dans les plus grands clubs pour cela en Europe. Ils ont fait le bonheur
des lieux indomptables pendant très très longtemps sur plusieurs catégories de sélection. On a l'avantage de nos nouvelles infrastructures, puisqu'on a rénové le site, on a une nouvelle logistique en termes de bus. On a une organisation interne qu'on a aussi renforcée et améliorée, en plus de former des talents de football, parce que nous, ce n'est pas que le football. C'est aussi continuer à éduquer nos stagiaires sur le plan du civisme, de l'intégrité, de valeurs. Pour cette rentrée scolaire 2020-2021, murs, vestiaires, infirmerie, salles d'attente, open space, des rénovations qui permettent aux stagiaires d'être dans les bonnes conditions d'entraînement sportif et scolaire. Ça fait plaisir parce que quand la période était un peu morose, de voir le centre se développer, s'embellir comme ça, et c'était une belle satisfaction. Les stagiaires ont apprécié de revenir dans un cadre quasiment neuf, donc il y a vraiment de gros efforts qui ont été consentis par Groupe SABC. Ça remonte le moral, parce que 5 à 6 mois d'inactivité, et ça permet, quand on a des nouveaux habits, ça gonfle le moral et ça permet de repartir sur des bonnes bases. Une propreté du centre de formation de football qui vient aussi garantir le respect des mesures barrières face au Covid-19. Jumelé à cela, l'instant Covid, rassemblant les pensionnaires et dirigeants du centre pour une sensibilisation du comportement de tous à l'intérieur et hors du centre. C'est dans l'air du temps. Covid, c'est préserver tout notre écosystème contre la Covid. Donc quand j'ai écosystème, c'est nos stagiaires, c'est les encadreurs, c'est tous nos partenaires, c'est des fournisseurs, prestataires, c'est nos adversaires pendant les matchs, c'est le public même qui viendra assister à nos matchs. Donc c'est vraiment un objectif fort que nous avons et nous sommes vraiment bien organisés dans le domaine, et en toute modestie, je dirais que nous serons les pionniers encore dans ce domaine-là de la préservation du monde du football contre la Covid. Nous avons un peu plus d'une vingtaine de stagiaires qui sont rentrés fin juin pour préparer les examens officiels. Donc les résultats ont été relativement intéressants. Au baccalauréat, c'était 100% de réussite. Au BEPC également, 100% de réussite. On a été moins heureux au probatoire, on n'a fait que 27%. Pour le BEPC anglophone, on a également culminé à 70%. Donc on a une moyenne générale de 70,8% de réussite. Donc c'est bien, c'est en progression par rapport aux années précédentes. Voilà, ça veut dire que les enfants assimilent bien le fait de pouvoir concilier football et études. Ils font les efforts et ils nous prouvent tous les jours que c'est possible de faire les deux. Allier sport et études a toujours été crucial à l'école de football Brasserie du Cameroun. Un cocktail qui, chaque année, conduit à un taux de réussite scolaire satisfaisant sur l'ensemble des examens officiels et prouve le sérieux dans l'accompagnement de réussite de ces jeunes footballeurs. Il y a de meilleures conditions de travail pour et nos stagiaires et leurs encadreurs. C'est pour ça qu'on se permet de croire dans nos objectifs qu'on peut former plus de talents sportivement et puis humainement sur cette année, et dans les autres années, on se donne le pari de continuer à le faire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Démantèlement d'une usine de fabrication d'armes artisanales du côté du Mongo. Principalement dans le chef-lieu de ce département, en Konsamba, là où la population a été surprise de voir débarquer une unité de gendarmerie accompagnée des autorités administratives. Et vous avez vu les deux personnes qui ont été interpellées. D'abord un civil qui a reconnu être en possession de plusieurs armes de fabrication artisanale, indiquant que cela lui sert pour la chasse, mais les forces de gendarmerie soupçonnent qu'il y a des liens avec la grande criminalité, également des liens avec les réseaux des groupes armés séparatistes dans les régions anglophones. Un homme en tenue en retraite a également été interpellé. D'autres informations n'ont pas été dévoilées à la presse, mais la question d'insécurité préoccupe énormément dans la région du littoral, région qui est proche et voisine du sud-ouest, l'une des régions en guerre dans la partie anglophone du Cameroun. Des Camerounais en situation irrégulière aux États-Unis d'Amérique rapatriés. Ils sont près de 100 Camerounais qui ont rejoint le bercail, rapatriés de force
Selon la parlementaire américaine Karen Bass, ils ont été soumis au test de Covid, prise de température. Certains ont été reçus par les autorités administratives. Ils ont été reconnus être en situation irrégulière dans l'État du Texas. Eux qui sont passés pour certains par le Brésil. Ils ont ensuite marché durant des semaines, des mois jusqu'au Mexique afin de pouvoir traverser la frontière et espérer être des réfugiés aux États-Unis. Ils n'ont pas eu gain de cause au moment où la parlementaire américaine Karen Bass demande la suspension de ces opérations de rapatriement pour voir plus clair sur les conditions de ces Camerounais qui demandent l'asile aux États-Unis. Siège Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Équinoxe Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Siège Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite. Équinoxe Soir.